Les spéculateurs, ils achètent des voitures, ils veulent rentrer dans leur sous tout de suite, c'est complètement ridicule. C'est pas obligé de gagner des ronds avec une voiture. Il n'y a aucune voiture qui se vend. Garage J'encaisse, ni vu ni connu, j'encaisse, tu connais la chanson parce que tu es abonné. Malo, bonjour, deuxième vidéo qu'on fait ensemble. Ouais. Tu vas encore me poser tes questions, mais cette fois-ci, voilà, encore des questions, tu me harcèles. Exactement, je te harcèle de questions, mais bon, c'est pour la bonne cause. C'est pour sa formation, il est stagiaire, et après je l'amène à Rétromobile pour qu'il découvre un peu ça avec les yeux. Malo, alors ces questions se portent sur quoi ? Elle se porte sur le marché de la voiture de collection. Intéressant, peut-être qu'il va y avoir des choses intéressantes à dire. Alors, quelle est ta première question ? Comment le marché de la voiture de collection, il évolue au cours des années ? Alors, le marché de la voiture de collection, il est malheureusement étroitement lié au marché de la finance. Les grosses pièces, quand ça commence à être un peu cher, malheureusement, il est toujours un peu lié à la finance et à la spéculation. Et alors, on l'entend de plus en plus, et on l'a vu avec les commentaires qu'on a sur la 205 GTI, la spéculation. Alors, la spéculation sur une 205 GTI, les gars, détendez-vous, il n'y a rien à gagner. Quelques 1000, 2000 euros tous les 3-4 ans, c'est intéressant, mais ça va à peine couvrir les frais de la voiture. Quand on parle de spéculation, et moi j'ai des clients financiers et qui achètent des pièces importantes, mais pourquoi ? Parce que quand on achète des voitures à 2, 3, 400 000, la culbute peut être intéressante, mais l'inconvénient c'est que ces gens-là, ils sont un petit peu trop pressés de gagner leur argent, c'est-à-dire qu'ils n'achètent pas assez la voiture avec le cœur, donc du coup ils déstabilisent le marché puisqu'ils achètent la voiture et 6 mois après elle est à vendre avec 10% de plus, donc du coup les acheteurs ils se disent oh putain mais ça a déjà pris 10%, non ça n'a pas pris 10%, c'est juste qu'il y a des mecs qui bluffent. Donc du coup, artificiellement, le prix sur les annonces, il augmente. Mais pour finir, il n'y a aucune voiture qui se vend parce que les acheteurs ne sont pas prêts à payer ce prix-là. Parce que en fait, ils vendent aujourd'hui le prix de demain. Parce qu'effectivement, le marché, il monte doucement. Alors des fois, il se calme un peu comme en 2024, là, cette année. Il stagne un petit peu, il est un petit peu branquignolant parce que, on l'a dit sur la première vidéo, la France, ça fait 50 ans qu'elle est en crise. Donc il y a des années où la crise est un petit peu plus prononcée. Là, on ne sait plus, dissolution, machin. La guerre, ils ont toujours plein d'excuses pour pas dépenser les sous. Donc là, cette année, c'est un peu la merde. Donc du coup, c'est une année où les résultats vont être un peu moins bons. Mais si on prend du recul, ça fait que monter. Et l'année prochaine, ça repartira. Ça va faire un petit peu ça. Peut-être ça va faire ça. Mais l'année prochaine, ça repart. L'année après, ça repart. Et ça se replantera. Et voilà. Mais globalement, c'est étroitement lié à la finance. Donc ça fait comme la bourse. Depuis 50 ans, ça fait que monter. Alors après, il y a aussi l'effet générationnel. Puisque, on l'a vu, les classiques, là, commencent un petit peu à stagner, elles se vendent un peu moins facilement parce qu'elles s'adressent à des personnes, à des collectionneurs plus âgés. Et là, on voit le marché du Youngtimer. Les mecs qui viennent d'avoir 50 ans, il y a 30 ans en arrière, ils avaient 20 ans, maintenant ils ont un peu des ronds. Les voitures, elles viennent passer en collection, ils se disent ah voilà, donc du coup, effectivement, toutes ces autos des années 80, 90 ont pris de la cote parce que les enfants commencent à être grands, la maison elle est payée, et on a un peu du liquide. Est-ce qu'on peut se faire plaisir à racheter la voiture de ses 20 ans ou racheter la voiture qu'on n'a pas eue à 20 ans. Donc c'est de la nostalgie. Et donc du coup, s'il y a plus de demandes que d'offres, et d'un coup, bouf, le marché il augmente. J'ai répondu à ta question ? T'as répondu, ouais, c'est bon. T'as compris ? J'ai compris. Bon, t'auras une interrogation écrite. T'as 2 heures. Ensuite. Qu'est-ce qui motive les collectionneurs ? Comme je le disais donc, à l'instant, le collectionneur, c'est la nostalgie avant tout. Un collectionneur, c'est quelqu'un qui est nostalgique d'une époque ou qui veut, comme là, notre amie, elle aime les motos, tu vois, apparemment, il y en a partout, les motos. Donc c'est la nostalgie. Pour la collection, pour la spéculation, on est plus sur la nostalgie de l'argent. Quelle est la différence entre une collection passion et une collection d'investissement ? Ah évidemment, c'est le sujet, la spéculation, l'investissement. Alors, la collection de collectionneurs, c'est un passionné qui achète avec le cœur, qui achète avec ses tripes. Il en est arrivé, il l'a eu, il l'a vendu, il la reveut ou il l'a jamais eu. Il a les ronds, il le fait, donc c'est la nostalgie de l'objet. Et la spéculation, le collectionneur, l'investissement. Et encore, l'un n'empêche pas l'autre. Hein. Tu peux rêver d'avoir une voiture, l'acheter, la garder suffisamment, et quand tu l'avant parce que ta vie change, parce que tu n'as plus la place ou que tu veux passer sur un nouveau projet, et du coup la voiture elle a gagné de l'argent, mais c'était pas forcément fait dans la notion d'investissement. Après les investisseurs,
Honnêtement, dans le métier, bah oui, plus les pièces sont chères, plus elles sont censées générer un petit peu de gains. Voilà, c'est des collections qui sont pas pérennes, c'est pas des gens qui gardent les voitures longtemps. Y a-t-il des modèles récents qui deviendront des voitures de collection un jour? Oui, alors dans l'absolu, dans la définition, elles deviendront toutes, quand elles auront 30 ans, des voitures de collection. Après, il y a des modèles récents qui sont déjà des voitures de collection puisqu'elles sont numérotées, parce que c'est des petites séries, parce que c'est des hypercars. C'est déjà des voitures qui sont achetées et collectionnées par les propriétaires comme des voitures de collection. Donc, alors, tu achètes la Ferrari ou une 1112 GTS, c'est tellement des petits chiffres de production. Parce que oui, effectivement, il y a aussi les chiffres de production. Je ne sais pas si j'en ai parlé déjà. C'est très, très, très important pour identifier les voitures qui vont valoir cher ou pas. Parce que moins il y aura de voitures, bien évidemment, plus elles vaudront cher. Si c'est des voitures qui ont des auras, si c'est des voitures qui ont des grandes marques, si c'est des petits chiffres de production, une XJ 220, c'est pas beaucoup de chiffres de production, c'était une hypercar, et ben ça vaut cher. Les hypercars d'aujourd'hui vaudront cher demain, c'est clair. Déjà, il n'y a pas d'espoir que ça vaille pas cher, malheureusement. Sinon, je mettrais une option directe sur une Pagani là, mais il y a assez peu de chances que ça vaille pas cher. Qu'est-ce qui est plus rentable entre garder sa voiture de collection ou la revendre? Eh bien, la garder. Les spéculateurs, ils achètent des voitures, ils veulent rentrer dans leur sous tout de suite, ils la revendent au prix de demain. Non, la voiture, tu l'as achetée 100 000 aujourd'hui parce que ça valait 100 000 aujourd'hui et tu peux pas la vendre 110 000 la semaine prochaine. Ou alors, t'es marchand, t'es fait comme moi, tu l'as acheté 85 et tu la vends 100. Et là, t'es marchand, t'es plus spéculateur. Mais d'ailleurs, c'est souvent les spéculateurs se prennent pour des marchands, sauf qu'ils ne sont pas déclarés en tant que commerçants. D'ailleurs, je pense que toi, ils ont la même démarche, sauf qu'ils ne payent pas l'impôt société, ils ne payent pas la TVA, ils ne payent pas. Eux, ils mettent dans le garage et ils vendent avec de la plus-value. Quels sont les effets des nouvelles lois sur le marché? Ah, eh ben oui, alors là par contre, ça c'est nouveau. Le gouvernement nous invente des trucs, les écotaxes. Et effectivement, là, ça va un peu tout bouleverser. Ça bouleverse tout déjà parce qu'il y a pas mal de clients qui veulent pas payer l'écotaxe, ce qui est indécente. Rien que le mot fait rire, écotaxe. Non mais rien que là, déjà, je suis mort de rire. C'est pas parce que tu payes une taxe que demain la nature elle ira mieux, qu'il y aura moins de pollution. Non, tu payes la taxe pour qu'ils s'en mettent plein les poches. Écotaxe, ça veut rien dire. Toi. Ils vont pas aller planter des arbres, hein, j'ai pas l'impression. Toi. Les acheteurs de voitures neuve, ils commencent à en avoir un peu ras-le-bol, surtout qu'en plus ça nous coupe de certaines autos. Toi, une Alpine, ils sont obligés de devenir électrique ou hybride parce que tu peux plus acheter une Alpine, tu as le prix de la voiture, c'est le prix de la taxe. C'est complètement ridicule. Ça va effectivement faire que le marché de l'occasion va rester très très fort parce que les gens qui voudront une Alpine, ils vont pas les acheter neuves, ils vont les acheter d'occasion quand l'écotaxe est déjà taxé. Et donc du coup, dans le futur, elles vont plus vendre ces voitures. En plus, on arrive vers de l'hybridation, l'électrique et tout ça, ça fait chier tout le monde. Donc du coup, les gens vont garder leur voiture. Donc il y aura un réservoir de voitures qui sera fixe. Il n'y en aura pas plus parce que on va pas vers le beau. Et donc du coup, ça va rester fort parce que tant qu'il y aura une offre et une demande donc, qui sera à peu près équivalente ou même légèrement en dessous pour l'offre et qu'il y aura plus de demandes, les prix resteront forts. On n'est plus sur les voitures de collection, on est même sur les voitures d'occasion. On prend une 91 GTS, et ça décote très peu en ce moment parce que les gens ils veulent plus acheter les voitures neuves et donc ils restent sur le marché de l'occasion. Donc il est très très fort et ça va faire que dans 30 ans, quand elles vont devenir voitures de collection, il n'y aura pas de 2024, il n'y aura pas de modèle 2025 puisqu'ils les ont pas vendus à cause des écotaxes. Donc ça veut dire que dans 30 ans, il va y avoir un espèce de trou là depuis 4 ans où il n'y aura plus de voitures 2023, 2022, 2021, 2020. Il n'y en aura plus. Voilà, il y en aura très très peu parce qu'il y en a eu très très peu qui ont été immatriculés en France. Alors encore une fois, l'écotaxe, c'est français. Ça ne marche pas dans les autres pays. Dans les autres pays, ils continuent à vendre des voitures. Le GT4 RS, ça vaut 170 000 euros. En France, avec l'écotaxe, ça vaut 230. Oui, mais pourquoi 50, 60 000 d'écotaxe. Donc oui, ça va changer beaucoup le marché, ça par contre. Est-ce que la provenance et l'historique influencent la valeur d'une voiture? Et oui, bien sûr, on en a parlé lors de la vidéo précédente. Bien entendu que l'histoire de la voiture influence son prix. Et l'histoire du modèle de cette RS, c'est une voiture mythique, c'est 1200 chiffres de production. Bien évidemment que tout ça, ça influence le prix et c'est pour ça que ça vaut si cher. Est-ce qu'une voiture de collection peut perdre de la valeur? Ça peut. C'est pas obligé que ça en gagne. Voilà, je vais pas rassurer les spéculateurs, les investisseurs. Voilà, c'est pas obligé de gagner des ronds avec une voiture. Déjà, si tu l'achètes mal, si tu te fais pas bien conseiller, si tu achètes un mouton à 5 pattes, tu vas perdre des ronds. Ensuite, au niveau des cotes, effectivement, il y a certains modèles, et là on le voit notamment sur tout ce qui est très ancien, les avant-guerres, ce qu'on appelle les tacos communément. À part les voitures de course,
les Bugatti, les Delahaye, les Amilcar, qui restent assez chers. Sinon, tout ce qui est caisse carrée, les C4, les je ne sais quoi, je suis pas très fort en avant-guerre. Ça n'intéresse plus personne. Et si, quand j'ai commencé dans le métier, c'était ça, les voitures de collection, il y a 30 ans, et c'était ça qui était recherché, et ben aujourd'hui, ça n'intéresse plus personne. Combien même tu as acheté ta Matisse il y a 30 ans que tu l'as payé 500 000 francs, peut-être qu'aujourd'hui ça vaut plus que 10 000 euros parce que ça n'intéresse plus personne. Donc oui, une voiture de collection, arrivé à un moment, quand le public est trop âgé, donc là on commence à le voir sur les années 50, 60, les personnes qui achetaient ces voitures-là sont très âgées, et donc du coup ils commencent à vendre les autos, et là les jeunes de ma génération, voiture des années 50, 60, ça me fait pas marrer. Une Iska 120, une Iska 150... Du coup ça décote, parce que y a plus personne en face. Nous les jeunes de 50 ans, on n'est pas motivé à payer 120 000 balles une XK. Non, on préfère acheter 120 000 balles et une Testarossa, tu vois. Les voitures de collection sont-elles un bon investissement? Arrêtez de me faire chier avec l'investissement. Les voitures de collection, on les achète pour se faire plaisir. On les achète parce qu'on aime les voitures. C'est pas un investissement, une voiture de collection. Enfin, c'est un investissement, si, bien entendu, mais il faut pas le faire dans la philosophie de l'investissement. Si tu veux faire un investissement, tu fais de la bourse, tu fais de l'immobilier, tu fais de la crypto, tu fais, voilà. Si tu veux de l'investissement pur avec rentabilité, tableau Excel, blablabla, voilà, c'est ça. La voiture de collection, c'est de la passion, c'est de la vie. C'est tout sauf un investissement de tableau Excel et de rapports et de ratios. Alors après, ça peut, là, encore une fois, l'un n'empêche pas l'autre. Tu as acheté ta voiture, tu t'es fait plaisir, tu l'as entretenue, tu l'as gardée 10, 15 ans, et tu te rends compte qu'à la fin, oui, tu l'as vendu le double de ce que tu l'as payé, et tant mieux pour toi. Dans ce sens-là, c'est pas un investissement, non. Quels sont les critères pour qu'elle prenne de la valeur? Je pense qu'il faut que ce soit une voiture qui ait de l'aura, qui ait eu l'engouement quand elle a été vendue neuve sur le marché et que tout le monde n'en a pas eu, qui ait une aura en compétition, qui ait une histoire. À mon avis, un des paramètres les plus importants, c'est toujours de connaître les chiffres de production. S'il y a une avancée technologique sur cette voiture, si elle a marqué son temps, je pense que j'ai fait le tour. Faut-il acheter aux enchères, particuliers ou professionnels? Aux professionnels, bien entendu. Tu peux acheter à ce que tu veux. Les trois ont des avantages, les trois ont des inconvénients. Les ventes aux enchères. Alors, ça a un avantage, c'est que... Non, ça n'a pas d'avantage. Non, je rigole. Si c'est qu'un jour donné, tu vas dans le parc à Rétromobile, par exemple, tu vas chez Arturial, il y aura tout un tas de voitures. Tu peux regarder la voiture, mais malheureusement, tu ne peux pas l'essayer. Tu ne peux pas l'entendre tourner, tu vas regarder le dossier, tu es un petit peu contraint de faire confiance aux experts de la maison de vente aux enchères. Alors pour Arturial ça va bien, pour RM ça va bien, mais après il y a tout un tas de petites maisons de vente où il faut quand même faire attention parce qu'on parle souvent des grandes, mais il n'y a pas que les grandes, il y a tout un tas de petites maisons de vente là qui se sont montées et surtout tu n'as pas de retour possible sur une vente aux enchères, tu peux pas attaquer la maison de vente parce que la voiture a été tapée. Voilà. Un professionnel, par contre là, t'es tranquille, tu peux l'attaquer, tu peux lui faire des procès, tu peux le démonter si la voiture elle est pas... Voilà, donc ça c'est plutôt rassurant. Donc nous, on est obligé d'avoir, comme je disais sur la première vidéo, une ligne de conduite, être là, être honnête, être présent. Voilà, tu es obligé d'accompagner ton client. Donc ça, c'est plutôt rassurant pour les gens qui n'ont effectivement pas envie d'aller se confronter au marché du particulier. Parce que le marché du particulier, c'est la jungle. Le gars, il te dit ci, il te dit ça, c'est vrai, c'est pas vrai. Tu peux pas vérifier. C'est pareil, te retourner contre lui, ça sera très compliqué. Le mieux, à mon sens, c'est d'aller chez un professionnel. Mais je ne sais pas si je ne prêche pas pour ma paroisse. Est-ce que la qualité de restauration d'une voiture donne une plus-value? Ah, la bonne question, je l'aime bien celle-là. Évidemment. Évidemment, si ta voiture, tu l'as restaurée avec ton tonton Roger dans ton garage, je dis pas que c'est mal fait, t'as pas de facture de la main-d'œuvre, t'as pas de ceci, cela. Donc tu vas dans un grand atelier, tu vas chez Lecoq, tu vas voir Max Aluni, tu lui dis voilà, je te laisse ma Porsche, vas-y, je te signe le chèque. La voiture, elle ressort, elle est neuve, donc ça fait plaisir. Donc oui, la qualité, les grands noms comme ça, les grandes marques, ça rassure les acheteurs. L'inconvénient, c'est que ces grandes marques se font payer. Voilà. Le dossier de restauration, on le revoit sur la 205, on en reparle parce que c'est mon sujet favori, je l'adore, ma 205, elle est neuve. Et ça fait plaisir. Heureusement que la voiture, elle vaut plus cher qu'une voiture d'occasion dans le bon coin à 20 000 balles, que tu sais pas qu'est-ce qui a été fait dessus, qu'est-ce qui a été changé, pas changé, bien évidemment, que la qualité de la restauration donne de la plus-value à la voiture, heureusement. Mais encore, il faut que ce soit de qualité, parce qu'encore une fois, si c'est fait par un chapacan, que la voiture, elle est comme ça, elle a beau avoir été restaurée, ça a coûté 300 000, c'est pourri. Donc la qualité, oui, est très importante. Est-ce que faire de l'import de véhicules, c'est intéressant? Alors moi, personnellement, j'en fais pas, pour plusieurs raisons. La première, c'est que je suis feignant. Donc moi, tout ce qui est dossier administratif d'importation, de TVA, pas de TVA, mais de douane et tout ça,
J'ai pas envie. Il s'avère que le peu de fois où je me suis intéressé, notamment aux États-Unis, quand je suis allé aux États-Unis, je suis allé faire les garages, il se trouve que les belles voitures au standard de qualité que moi j'ai, valent aussi cher, voire plus cher aux États-Unis. Ce que j'ai pu observer, c'est que les voitures qui rentrent des États-Unis, 9 fois sur 10, c'est des Estras. Les Américains sont très forts, ils sont très bons en carrosserie pour te tirer des chapes de mastic, de fibres de verre. Et après, ils te font une belle peinture qui brille, parce que là-bas, ce qui brille, ça a raison. Voilà. Et après, tout le reste, c'est mort. Il y a un vrai réservoir en Amérique, puisque c'est la première nationalité de collectionneurs de voitures. 70% du marché de la voiture de collection se fait là-bas. Et ensuite, il y a un deuxième sujet, c'est l'import d'Allemagne pour les voitures de sport. Et pour les voitures néo-modernes, classiques, les Youngtimer. Là, il y a un deuxième problème, c'est qu'effectivement, l'allemand roule beaucoup. Donc les voitures, elles sont souvent rincées. Et les gens qui font ça, hop, par hasard, elles passent la frontière, elles ont perdu des bornes. Pas de chance, on a perdu les kilomètres, on ne sait pas où ils sont passés. Voilà. Moi, je trouve les voitures en France, je les cherche en France. Et hier soir, j'ai un de mes potes qui me parlait de Dubaï. Laisse-moi tranquille avec Dubaï, les mecs. Il n'y a rien à faire à Dubaï, sinon ça se saurait. Laissez-moi tranquille. Mais la concurrence. Entre marchands, nous, on est plutôt confrères que concurrents. On s'entend plutôt bien. Effectivement, l'un a la bagnole, l'autre a le client. On s'appelle, on se consulte pour savoir combien eux, ils mettraient ça. Voilà. Donc on est plutôt confrères que concurrents. J'ai envie de dire que les vrais concurrents, c'est des ventes aux enchères. C'est vrai qu'ils viennent un peu nous piquer un petit peu le pain dans la gamelle. C'est de bonne guerre, hein. Le client, il va là où il a son intérêt. Donc, mais j'ai aussi récupéré, moi, des voitures dans les ventes aux enchères, après les ventes. Il arrive que les maisons de vente aux enchères ne vendent pas les voitures. Bon, là, ils sont bien contents d'avoir les marchands pour reprendre le boulot derrière. Les enchères sont-elles le meilleur moyen de vendre une voiture de collection? Eh bien non. Ben non, je viens de le dire, c'est mes concurrents. Non, le meilleur moyen, c'est le marchand. On n'arrête pas de vous le dire. Alors, les enchères, ça peut être quand même une solution quand tu as une vraie voiture rare, quand tu as une vraie voiture importante. Toi, une auto comme ça, par exemple. Alors, même si une 2 litres 7 RS, c'est une auto très compliquée à vendre, même pour les enchères, il faut quand même reconnaître qu'eux, ils ont des fichiers clients de malades. Ils ont les plus grands clients du monde. Et donc, quand tu as une voiture vraiment importante, il faut reconnaître qu'ils sont un petit peu mieux équipés que nous. Maintenant, voilà, on est très bons aussi, les gars. On peut aussi vendre des F40. Voilà, les marchands sont très bons aussi. Mais il faut reconnaître qu'il y a certains moments, la vente aux enchères, ils font plus de marketing que nous. Ils vont sur les grands événements, à Rétromobile, au Grand Prix historique de Monaco, sur tout ça. Donc, ils ont, eux, effectivement, des outils que nous, marchands, on n'a pas pour proposer, mettre en valeur des autos importantes. Mais on est capable d'avoir autre chose. On a YouTube, nous. Voilà, on a aussi d'autres manières de faire. Nous, on est exposants sur les salons. On paye aussi cher pour exposer nos belles pièces. Voilà, donc il y a aussi des solutions chez les marchands. Quels sont les avantages fiscaux liés aux voitures de collection? Il faut que la voiture, elle soit en carte grise de collection. Et alors, quand il y avait l'ISF, ça rentrait pas dans l'ISF. Maintenant, il y a un inconvénient fiscal. La voiture de collection est au registre des œuvres d'art. Et quand on vend une voiture de collection, eh ben, il y a une taxe sur la plus-value, messieurs les investisseurs. Et ça, on n'en parle pas assez. Vous n'êtes pas assez au courant. À hauteur ou de 6% du prix de vente de la voiture, ou à hauteur de 35% de la plus-value. Donc ça, c'est à calculer en fonction du temps où vous avez gardé la voiture, sachant que c'est dégressif et que les frais que vous avez fait dans la voiture sont à déduire. C'est-à-dire vous achetez une voiture 100 000, vous faites 10 000 de frais, ça fait 110, vous la vendez 120, et ben, ou vous faites 6% de 120, ou vous faites 35% des 10 000 de plus-value. Et ça, c'est pour tout le monde, pour tous les particuliers, pas pour nous les professionnels, parce que nous on a déjà bien assez d'impôts. Vous, quand vous vendez la voiture, plus de 30 ans, au-dessus de 5 000 €, eh bien, il y a cette taxe à payer. Il faut le savoir. C'est vraiment très, très important dans sa déclaration d'impôt. Plus de questions. Plus de questions. Est-ce que ça t'a répondu à tes questions? Ça m'a aidé à un peu mieux savoir déjà le marché de la voiture de collection, ouais. Est-ce que tu as toujours envie de faire le métier? Toujours. Toujours. Il est motivé, ce petit. Il est motivé, il en veut. Tchuss les copains, à mercredi prochain. Je reviendrai.